Bonjour à tous et bienvenue dans cet extrait un peu particulier de Course épique consacré au Marathon des Sables. Course épique va vous proposer du samedi 26 mars au lundi 4 avril un format hors-série quotidien pour suivre le Marathon des Sables jour après jour. J'aurai donc le plaisir d'être sur place pour couvrir la course depuis le Sahara et vous faire vivre à la façon d'un carnet de bord cette grande aventure de 250 km et 7 jours de course. Comme vous le savez, Course épique attache beaucoup d'importance aux histoires, à l'humain, aux émotions. L'idée, c'est donc de suivre ensemble non pas un compte-rendu de course à proprement parler, mais plutôt de vivre ce Marathon des Sables avec le point de vue de coureurs très différents et très complémentaires que je vais suivre étape après étape sur la course, mais aussi à la veille du départ et après l'arrivée. Nous allons donc avoir, vous et moi, le plaisir de suivre plus particulièrement 4 coureuses et coureurs dans ce format hors-série. Claude Dartois, que vous avez très probablement croisé ces dernières années sur un écran de télé en train d'évoluer sur une île déserte et qui s'essaye pour la première fois au Marathon des Sables cette année. Meryl Robert, qui participe pour la 6e fois au Marathon des Sables et qui a fini récemment 3e de l'édition 2021 derrière les frères El Morabiti. Meryl est un athlète de haut niveau qui va jouer à n'en pas douter les toutes premières places de cette nouvelle édition du Marathon des Sables. Enfin, nous suivrons ensemble la course de Frédéric de la Nouvelle, un habitué des Ultra Trail et déjà finisher de 3 Marathons des Sables, qui va courir cette année avec sa fille de 16 ans, Cécile. Une aventure familiale qui s'annonce très forte en émotion pour tous les deux. Vous l'aurez compris, nous allons vivre ensemble un Marathon des Sables exceptionnel à partir du 26 mars. Mais avant ça, je vous propose de découvrir dès maintenant un premier extrait de notre épisode de mercredi qui vous donnera l'occasion de faire plus ample connaissance avec Claude, Meryl, Frédéric et Cécile et de comprendre ce qui leur a donné envie de se lancer sur cet incroyable défi. Bonne écoute! Venons-en donc au Marathon des Sables qui te tend les bras. Comment est-ce que l'opportunité s'est présentée à toi? Et puis, est-ce que c'est une envie que tu chérissais depuis très longtemps de participer au Marathon des Sables? Est-ce que finalement l'opportunité s'est faite comme ça et tu t'es dit, allez, pourquoi pas, c'est un défi que j'ai envie de me lancer? Et bien en fait, le trail, c'est venu avec la découverte d'un livre de Bertrand Lelouch qui s'appelle Trail mythique. Il a sorti un deuxième livre un peu après aussi sur les courses extraordinaires qu'il a pu faire. Et puis c'est un quadra qui m'a vraiment donné envie de passer au trail parce que c'est un quadra homme d'affaires, cadre dans la vie, mais qui n'a pas un physique d'élite ou quoi que ce soit et qui a fini toutes les courses les plus dures qui existent grosso modo. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux de me dire qu'en fait, c'est accessible à tous. Donc j'ai un peu voulu faire comme lui, les prendre un peu en progression, pas voulu me brûler les étapes, pas m'envoyer un peu au charbon comme on peut dire sur une course sur laquelle je vais subir. Donc j'ai commencé par des courses de plaine avec des 80 mais avec des dénivelés raisonnables et là je monte progressivement et le Marathon des Sables il est dans son livre et je l'ai lu plusieurs fois et celui-là en fait je le considère un peu différemment parce que comme je le dis c'est une course de gestion. C'est pas une course de 18h ou 19h, même s'il y a une grande étape longue pour laquelle on va passer ce nombre d'heures évidemment, mais ça sera vraiment de la gestion. Et là forcément tout peut arriver, c'est sur du long cours, c'est pas on va passer 10 heures et puis après on rentre chez soi, donc là il faut préparer tout en amont, il faut essayer de gérer ses efforts plus, donc voilà, c'est tout cet aspect là aussi qui m'attire et puis forcément le désert marocain, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir courir dans des endroits comme celui-ci, donc voilà les dunes et tout, ça va être comme ça, ça va être mythique. Qu'est-ce que tu espères y vivre? Moi, ce que je veux déjà, c'est de le passer dans des bonnes conditions physiques. Après, une course, quand elle est dure, c'est bien, mais il ne faut pas qu'elle soit non plus torsionnaire. Voilà, on verra. J'ai pas couru depuis un moment parce que j'avais des petits problèmes physiques. Ouais. Donc, j'y vais un peu avec. J'y vais pas c'est pas la dilettante parce que je fais attention quand même aux détails, mais. J'y vais avec du recul parce que je ne vais pas forcément avoir les objectifs que je me serais donné dans un état de forme optimal. J'y vais franchement avec étape par étape, comme elle l'a dit tout à l'heure, la grande championne qui a dit que chaque jour est une étape différente et comme dans Koh-Lanta, j'ai envie de le dire, où je vais prendre jour après jour au feeling, aux sensations et je vais m'écouter. J'ai envie de prendre du plaisir, j'ai envie de prendre du partage. Et puis voilà, j'ai envie forcément de souffrir un peu parce que c'est dans le dur que l'être humain se révèle et puis qu'on arrive à se dépasser encore plus. Donc forcément un peu de difficulté et tout ça réuni pour que ce soit un bon souvenir après. J'ai lu beaucoup, et notamment de ta part, l'idée que c'est une course qui est éminemment stratégique. En tout cas, il y a les frères El Morabiti qui trustent les places, les 2 premières places depuis quelques temps. Et puis, de manière générale, les locaux ont visiblement certains privilèges, en tout cas, et certaines clés de lecture que n'ont pas même certains coureurs expérimentés, mais qui ne sont pas du coin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, juste en quelques mots, les leviers stratégiques et quelles sont les clés que eux peut-être mettre en place que on peut pas. J'ai lu en tout cas qu'on ne pouvait pas sans se lier avec d'autres coureurs.
individuellement que c'était impossible d'aller les chercher. Voilà, sur quoi on peut jouer pour essayer d'aller les chercher un peu plus? Ouais, alors les coureurs marocains sont de très bons athlètes individuellement. Et lorsqu'ils sont en équipe, ils arrivent aussi à mettre des stratégies en place qui ne sont pas forcément visibles au premier abord, mais après réflexion, quand on refait le film, on comprend un peu les choix qui ont été faits, pourquoi lui il est devant, pourquoi il est resté derrière. Et en course, on a du mal à cerner, à cerner comment ils fonctionnent. Mais en tout cas, ils sont très solidaires entre eux. Je pense qu'il y a une hiérarchie qui est respectée, qui sera certainement respectée encore cette année. Après, leur stratégie en équipe, elle est surtout de contenir la concurrence. Ils ont une marge, ils ont une certaine marge. Ils ont l'avantage d'être sur un terrain qu'ils pratiquent tout au long de l'année. Ils sont dans les mêmes conditions. Les parcours, les dunes de Merzouga, ils les ont parcourus en long, en large et en travers. Donc ils savent précisément où ils doivent passer. Et là où nous, Européens, on va essayer de trouver son chemin. Je prends l'exemple des dunes parce que ça c'est vraiment typique. C'est quand on est à l'avant, les dunes elles sont bien sûr très variables. On a des creux, des bosses, et à un moment il faut choisir sa trajectoire. C'est-à-dire j'ai un trou béant devant moi, je ne vais pas descendre parce que je vais perdre trop d'énergie. Je vais passer à droite, je vais passer à gauche, et en fait, à force de faire ses choix, à droite, à gauche, etc., on perd beaucoup d'énergie. Et à l'inverse, les Marocains, déjà, ils connaissent le terrain, et celui qui est derrière, en fait, il voit la trajectoire optimale, et il va aller tout de suite sur la bonne trajectoire, et il va s'économiser, et c'est là, à la fin de la sortie des dunes, qu'il va pouvoir... Et il a suffisamment d'énergie pour relancer, alors que nous, on va peut-être un peu peiner. Ça, c'est un exemple de stratégie que peuvent avoir les Marocains sur ce type de parcours. Qu'est-ce que vous venez chercher donc au-delà de la médaille ensemble, et chacun? Toi, Cécile, qu'est-ce que tu imagines y vivre et qu'est-ce que tu as envie d'y vivre en fait? Qu'est-ce qui te donne envie d'aller là-bas? Déjà, me dépasser. Atteindre mon objectif, mais aussi partager cette expérience inoubliable avec mon père et voyager, voir des paysages magnifiques dans le désert. Et moi, qu'est-ce qui me pousse à le faire? Évidemment, partager ça avec ma fille, ça donne un côté exceptionnel parce que, si tu veux, personnellement, j'ai découvert à 30 ans, en faisant ma première diagonale des fous, qu'on pouvait faire des trucs dingues dans la vie. Qu'on pouvait faire des trucs qui sont originaux, tu vois, insoupçonnables, ouais, qu'on avait que les limites quand même pouvaient se repousser vraiment très très loin, qu'on pouvait vivre des expériences d'une force incroyable et faire de sa vie une aventure incroyable. J'ai découvert à 30 ans dans la diagonale des fous, je pensais pas que ça me ferait un tel effet. Et je me dis que j'aurais bien aimé pouvoir faire ça dès 16 ans. Parce qu'on n'a qu'une vie, et donc je suis ravi de pouvoir emmener Cécile dans cette aventure. Alors elle va peut-être pas accrocher comme moi, hein, mais j'espère qu'elle va bien aimer, et que ça va être je suis sûr en tout cas que ce sera quelque chose d'inoubliable pour elle, et que dans les moments de souffrance, parce qu'il y en aura, ça va être du défi, et que à l'arrivée, ce sera un merveilleux souvenir, et que ce sera de toute façon très formateur, et que c'est un vrai apprentissage. Voilà, sur les valeurs de la vie, du dépassement de soi. Sur l'idée qu'on peut faire des choses géniales dans la vie. Merci à vous d'avoir écouté cet extrait. Je vous donne rendez-vous dès mercredi pour découvrir cet épisode en intégralité. Et pour la suite de ce Marathon des Sables, rendez-vous à partir du 26 mars. À bientôt!